Apogée de la guerre, lorsque les mers s'étaient transformées en cimetières d'acier et de feu. Parmi tous les navires qui sillonnaient les océans durant cette période sombre, il en existait un qui se distinguait comme une véritable aberration navale, une bête forgée par la main de l'homme, un colosse de 50 000 tonnes d'acier pur, armé jusqu'aux dents, capable de réduire en épave n'importe quel bâtiment ennemi en quelques minutes. Ce géant n'était pas seulement un navire de berre, il incarnait un symbole de puissance, de fierté et d'intimidation. Ses canons principaux pouvaient projeter des obus de près d'1 tonne à des dizaines de kilomètres de distance, traversant la coque de tout ennemi assez téméraire pour l'affronter. Ses ponts étaient renforcés comme des murailles flottantes, et sa silhouette à l'horizon semait la terreur même parmi les marins les plus aguerris. Bientôt, les marins commencèrent à l'appeler « la bête », non seulement pour sa force brute, mais parce qu'il semblait impossible de l'abattre. Lorsqu'enfin la flotte ennemie reçut l'ordre de traquer et de détruire le monstre des mers, on n'envoya pas 1 ou 2 navires, mais des dizaines, croiseurs, destroyers, porte-avions. C'était comme si une chasse légendaire venait de commencer, où un seul prédateur défiait toute une meute parmée jusqu'aux dents. Mais attaquer la bête n'était pas chose simple. Elle se déplaçait avec une vitesse surprenante pour sa taille, glissant sur l'océan comme si elle n'était poursuivie par personne. Ses premières rencontres avec l'ennemi furent un massacre. Des tirs précis, des navires pulvérisés, des hommes en panique. À chaque bataille, il semblait que les géants se riaient des tentatives désespérées pour le renverser. Alors commença la poursuite épique. Des avions furent lancés par vagues interminables, projetant des torpilles qui explosaient contre les flancs brindés du monstre. Les destroyers risquaient des approches suicidaires, cherchant à ouvrir des brèches dans son armure. Chaque attaque coûtait des vies. Chaque attaque laissait la mer couverte d'huile et de débris. Lorsque le Bismarck fut lancé pour la première fois dans les eaux glacées de la Baltique en 1939, beaucoup affirmèrent que l'océan avait tremblé. Ce n'était pas un simple cuirassé, c'était une malédiction flottante, un titan d'acier de plus de 50 000 tonnes construit avec la promesse de l'invincibilité. Pour certains, il était une fierté, pour d'autres, un présage funeste. On racontait que durant sa construction, des ouvriers étaient morts dans des accidents étranges, écrasés par des plaques d'acier tombées sans raison, asphyxiés dans des compartiments clos ou entraînés par les courants pendant les premiers essais. Beaucoup juraient que le sang de ces hommes s'était mêlé à la coque du navire, transformant leur mort en un sacrifice involontaire, un tribut macabre pour donner vie à la bête. Les marins allemands qui embarquèrent à son bord affirmaient que les couloirs n'étaient pas comme ceux des autres navires. L'acier semblait respirer, les échos s'éternisaient, des portes se fermaient seules. Dans les nuits les plus sombres, certains entendaient des coups sourds venus de la coque, comme si quelque chose cherchait à s'en échapper. Pour Hitler, le Bismarck était l'orgueil de la flotte, le marteau des mers. Mais pour plusieurs officiers, il y avait un malaise constant. Beaucoup racontaient des rêves troublants, toujours avec le navire entouré de flammes et d'eau, toujours terminé par un silence glacé au fond de l'océan. En mai 1941, la bête fut libérée. Accompagné du croiseur lourd Prinz Eugen, le Bismarck partit vers l'Atlantique. La première bataille, dans le détroit de Pommark, fut brève et brutale. En quelques minutes, le HMS Hood, la fierté de la Royal Navy, fut brisé en 2. Des survivants britanniques jurèrent avoir vu une ombre colossale envelopper le Bismarck, comme une tempête invisible. Le fantôme était lâché. Churchill, apprenant la destruction du Hood, aurait frappé la table et crié « Coulez le Bismarck, quel qu'en soit le prix !» Alors commença la plus grande chasse navale de l'histoire. Plus de 50 navires poursuivaient un seul ennemi. Mais d'étranges phénomènes accompagnaient la traque. Des radios tombaient en panne sans raison, des boussoles tournaient follement, des brouillards épais apparaissaient au milieu de ciel clair. Les marins britanniques finirent par croire qu'ils ne chassaient pas un navire, mais un esprit des mers. Certains disaient que le Bismarck était protégé par les âmes des morts du Hood. D'autres croyaient qu'il abritait une force bien plus ancienne, un monstre issu des profondeurs, réclamant un tribut de sang. Dans la nuit du 26 mai, le destin se scella. Les avions torpilleurs Swordfish, lents, obsolètes, presque ridicules face à une telle forteresse, attaquèrent. Et c'est un d'eux qui, comme guidé par une main imaginaire, lança la torpille fatale, bloquant le gouvernail du navire. Était-ce de la chance ou l'accomplissement d'une malédiction? À l'aube du 27 mai, la bête affronta son apocalypse. Pendant plus d'1 heure, sous un déluge de feu, le Bismarck résista. Certains survivants britanniques jurèrent que ses canons déjà détruits continuaient à tirer seuls, comme si le navire refusait de mourir. Puis, il commença à sombrer. Mais ce que l'on vit alors ne fut jamais écrit dans les rapports officiels. Des silhouettes immobiles restaient sur le pont, observant en silence, sans courir,
sans crier. D'autres dirent avoir entendu un rugissement métallique, profond, semblable à une respiration aspirée par les abysses. À midi, le Bismarck disparut dans les eaux glacées de l'Atlantique. Plus de 2000 hommes furent engloutis avec lui. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. Encore aujourd'hui, des pêcheurs affirment qu'en pleine tempête, on entend des coups de canon résonner sous les vagues. Des explorateurs de naufrage racontent que leurs instruments tombent en panne à l'approche de l'épave et que l'air devient lourd, presque suffocant. Certains plongeurs disent avoir entendu des pas métalliques dans les couloirs inondés. D'autres jurent avoir vu des lueurs étranges à l'intérieur du navire, comme si quelque chose y battait encore. Le Bismarck n'est pas mort dans l'Atlantique. Il repose seulement. Et on dit que si les hommes osent un jour défier à canon les océans comme autrefois, la bête de 50 000 tonnes se réveillera, non plus comme un navire, mais comme une légende vivante, prête à réclamer le prix du sang qu'elle doit encore à la mer. Le Bismarck quitta Hambourg le 15 septembre 1940 pour entamer ses essais en mer dans la baie de Kiel. Le navire auxiliaire Speerbreaker 13 escorta le cuirassé jusqu'au Cap Arkona le 28 septembre, puis jusqu'à Gotenhaven pour les essais dans la baie de Gdansk. On y testa sa centrale énergétique, sa stabilité et sa manœuvrabilité. Lors de ce dernier essai, une faiblesse de conception fut découverte. En tentant de faire virer le navire uniquement en modifiant la rotation des hélices, l'équipage constata que le Bismarck avait beaucoup de mal à changer de cap. Le bâtiment tournait très peu, même lorsque les hélices extérieures fonctionnaient à pleine puissance en sens opposé. Les canons et les batteries principales furent testés pour la première fois à la fin du mois de novembre, démontrant qu'il s'agissait d'une plateforme de tir particulièrement stable. Les essais se poursuivirent jusqu'en décembre. Le Bismarck retourna à Hambourg le 9 décembre, où il subit de légères modifications et la finalisation de son armement. Le Bismarck dans le port de Hambourg. Il devait regagner Kiel le 24 janvier 1941, mais un navire marchand avait coulé dans le canal de Kiel, obstruant le passage. Des conditions météorologiques défavorables retardèrent l'enlèvement de l'épave et le Bismarck ne retourna à Kiel qu'en mars. Ce retard provoqua la frustration du capitaine Lindemann qui déclara que le Bismarck est ancré à Hambourg depuis 5 semaines, le temps précieux perdu ne peut être compensé et il est inévitable que cela entraîne un retard considérable dans la mise en service finale du navire en temps de guerre. Durant cette attente, le Bismarck reçut la visite du capitaine Anders Forssell, diplomate de la marine suédoise à Berlin. Celui-ci retourna en Suède avec un rapport détaillé du navire qui parvint par la suite entre les mains du Royaume-Uni. Ces informations donnèrent au Royaume-Uni une description presque complète du bâtiment, bien qu'il manquât certains détails essentiels tels que sa vitesse maximale, son rayon d'action et son déplacement.